Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Alice in Borderland saison 3. Et cette fois-ci dans cette vidéo, il n'y aura pas de partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 3 ou même les deux saisons précédentes, eh bien vous risquez d'être spoilé. Et je vais être clair tout de suite, pour moi, cette saison 3 n'aurait jamais dû exister, et j'ai pensé ça avant même la sortie de la saison, parce que pour moi, à partir du moment où les jeux sont terminés, que les personnages sortent de Borderland, eh bien pour moi c'est fini, et c'est très dur, voire impossible de trouver une raison, ou plutôt une bonne raison, de retourner à Borderland et en plus de tous les renvoyer à Borderland. Ce n'est d'ailleurs pas le cas puisque seuls Harisu et Usagi retournent à Borderland parmi les personnages que l'on connaît avant la saison 3. Donc faire une saison 3 pour retourner à Borderland uniquement avec deux personnages des saisons précédentes, eh bien je trouve pas ça très intéressant, en tout cas c'est mon avis. Du coup je suis plutôt déçue et en plus de ça je trouve que c'est assez léger le pourquoi du comment ils retournent à Borderland. Et c'est ça qui change beaucoup d'ailleurs entre les deux premières saisons et la troisième puisque pour les deux premières saisons, les personnages n'avaient pas le choix d'être à Borderland. Ils se sont pris une météorite en fait, donc c'est plutôt une bonne explication de pourquoi ils sont bloqués là-bas. Et c'est triste à dire, mais je pense que j'aurais limite préféré qu'il y ait une deuxième météorite pour tous les renvoyer à Borderland en saison 3, ou qu'au final ils se sont réveillés dans un monde qui n'est pas vraiment le monde réel et du coup ils doivent affronter le Joker pour réellement retourner dans leur monde. Ça aurait pu être également une explication que j'aurais, je pense, préférée. En fait, que les personnages choisissent d'y retourner, c'est ça qui me dérange un peu. Après, là pour le coup, on aborde beaucoup les EMI, donc les expériences de mort imminente. Ça justifie totalement l'existence de Borderland et ça permet du coup d'y aller. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai plutôt bien aimé et c'est vrai que c'est logique et ça paraît cohérent, donc c'est parfait. Mais assez vite, j'ai compris que je n'allais malheureusement pas apprécier cette saison 3. Dès le premier jeu en fait, mais pas celui de Borderland, celui dans la vraie vie, puisqu'on commence avec le Pouilleux. Alors pour le coup, je suis pas forcément fan parce que c'est un jeu de chance, uniquement de chance. C'est assez dur de mettre de la stratégie, hormis bien sûr à la fin quand il ne reste plus que 2 joueurs. Et c'est vrai que c'est le principe du jeu dans la vraie vie qui me dérange. Pour moi, ce sont des jeux mortels qui ne sont censés se dérouler que à Borderland. Mais bon, c'est le début de la saison 3. C'est d'ailleurs à la 18e minute du premier épisode qu'on a les premiers morts. Donc ça va vraiment très très vite. Mais ça permet d'introduire Borderland concrètement à Ryuji et lui permettre d'y aller. C'est vrai que comme je n'ai pas apprécié le pourquoi il retourne à Borderland, toute l'histoire mise en place en fait dans cette saison 3, eh bien on va plutôt se consacrer au jeu puisque c'est ce que j'apprécie le plus je pense dans cette saison. En plus c'est ce qui prend vraiment 90% du temps, du coup forcément on va en parler. Déjà le premier jeu avec les énigmes où on a une flèche enflammée par unité d'erreur. Dès le début je me suis dit ok c'est quand même chaud, c'est quand même violent, mais assez vite on passe à 400 flèches d'un coup et là je me suis dit que le but c'est qu'à la fin il n'y ait plus aucun survivant. L'espace de jeu est très vite ravagé par les flammes, c'est n'importe quoi. Et puis après on a les 100 millions de flèches, donc autant dire que c'est un jeu où on ne peut pas en réchapper. Mais bien sûr, Harisu va trouver la solution d'une énigme cachée pour trouver une safe zone. Et franchement, j'adore l'idée, mais c'est vrai que je m'attendais pas spécialement à ça, c'est-à-dire que je m'attendais à une safe zone, peut-être une petite cabane ou un muret ou quelque chose qui les mettrait à l'abri en fait des flammes. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une dalle en béton à soulever pour trouver un sous-sol qui est en réalité la safe zone. On est allé un peu loin, mais c'est pas grave, c'est le premier jeu. J'ai quand même bien aimé l'idée. Pour le coup, ça commence assez fort avec du coup un premier jeu où il peut n'y avoir aucun survivant. Je me souviens qu'en saison 1 et 2, les jeux étaient assez violents, mais là quand même, on commence fort. On leur indique ensuite que le deuxième jeu aura lieu le lendemain, et c'est là qu'on voit une petite différence avec les autres saisons, puisque durant les autres saisons, eh bien ils avaient un sursis, ils avaient un compteur de jours avant de mourir, et pour augmenter ce compteur, ils devaient jouer à des jeux, donc le numéro de la carte était le nombre de jours, et du coup ça faisait qu'ils pouvaient vraiment choisir s'ils voulaient des cartes difficiles ou non, quel type de jeu ils voulaient, et du coup ils étaient vraiment maîtres de leur futur à ce moment-là. Là juste, ils enchaînent les jeux, et c'est vrai que je pensais aussi à un moment qu'ils avaient tous le même jeu, mais en fait non, puisque des fois on voyait Usagi jouer à autre chose, comme par exemple le passage où on la voit jouer à un jeu de laser qu'il faut éviter sinon on est coupé en deux. Très stylé d'ailleurs le jeu, j'ai plutôt bien aimé. Sinon on a aussi le jeu des cartes et des zombies, et j'ai trouvé ce jeu, et du coup les épisodes qui concernent ce jeu très long, particulièrement long, parce que ça parle vraiment tout le temps. Et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi dès le début, ils ont pas eu cette idée de transformer tout le monde en zombies et que du coup, bah forcément, ils sont plus nombreux et forcément, ils vont gagner. En fait, pour moi, il n'y a pas l'obligation de tuer des gens dans ce jeu. Alors ok, ils seraient exposés au fusil, mais rien ne les empêche de ne pas l'utiliser justement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu et de leur stratégie, je suis curieuse de savoir. On a aussi le jeu du train, alors l'idée est sympa, mais je trouve que c'est que de la chance. On a aussi Ryuji qui est trop fort de savoir sauter d'une rame
rame à une autre uniquement par la force de ses bras. En vrai, c'est un personnage que je trouve vachement fort, limite trop en fait, parce que il est capable de faire ça, il est capable de faire des jeux d'adresse, il a su esquiver des lasers qui vont super vite, ou même escalader une tour. Alors ok, il était aidé par Usagi, mais quand même, je le trouve vachement fort. Bref, les jeux autour de la chance, ce ne sont clairement pas les jeux qui m'intéressent le plus, ou les jeux que j'apprécie le plus. On a également le jeu des capsules, et j'ai plutôt bien aimé le concept, mais il y a un point qui me dérange énormément, c'est quand on nous explique des règles au fur et à mesure du jeu, et même je dirais au fur et à mesure que les personnages les découvrent, c'est-à-dire que quand la capsule prend un choc et explose, on nous explique que si la capsule prend un choc, elle explose. Ça aurait été plutôt chouette de prévenir avant, puisque ça aurait évité qu'une capsule explose. Et c'est un peu un point qui me dérange parce que j'ai cette impression qu'on rajoute des règles au fur et à mesure du jeu, et en fait c'est pas normal. En fait, ils peuvent mettre en place une stratégie et puis se rendre compte qu'en fait elle ne marche pas tout simplement parce qu'ils n'avaient pas connaissance d'une règle, et ça c'est vraiment nul. Mais globalement, le jeu des capsules, j'ai quand même bien aimé. Et enfin, le dernier jeu, celui avec les 25 salles, et il faut trouver la sortie. Alors déjà, il y a 10 participants parce que le bébé quoi. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne idée ou pas. En fait, depuis Squid Game et l'histoire du bébé, alors j'en dirai pas plus pour pas spoiler au cas où, mais depuis j'ai beaucoup de mal avec le fait de compter les bébés comme des joueurs. Ils n'ont rien demandé, alors laissez-les tranquilles, pitié. Mais là du coup, on a un jeu avec des règles quand même assez complexes, mais il est totalement possible de créer une stratégie. Bon, bien sûr, pas de chance comme d'hab, mais ils vont explorer toutes les salles avant de trouver la bonne, donc celle qui contient la sortie, parce que bien sûr, s'ils l'avaient trouvée dans les premières salles, ça aurait été trop facile. Mais la particularité, c'est qu'ils peuvent choisir leur avenir selon la porte qu'ils empruntent. En tout cas, c'est ce qui est énoncé dans les règles du jeu. Et direct, je me suis demandé, est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que vraiment, quand on choisit la porte, c'est l'avenir qui va se produire dans la vraie vie par la suite? Par contre, les joueurs ne se sont jamais posé la question, et c'est super dommage. Mais ça rajoute quand même une part de psychologie, puisque bien sûr, les personnages vont également vouloir choisir en fonction de leur avenir, et pas uniquement pour la stratégie du jeu. Du coup, dans ce jeu, comme en plus c'est Harisu qui fait la stratégie du début à la fin et que tout le monde le suit, j'ai vraiment eu cette impression que les personnages sont tous des moutons et qu'ils ne réfléchissent absolument pas. Bref, globalement, je suis assez mitigée entre j'ai bien aimé ou non les jeux de cette saison, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de facteurs chance dans les jeux, et je préfère bien sûr quand il y en a pas ou très peu, histoire de voir un peu la réflexion et les stratégies des personnages. En saison 1 et 2, je me suis quand même beaucoup attachée à certains personnages que l'on ne revoit pas malheureusement en saison 3, mais du coup en saison 3 on repart presque à zéro, donc on a juste Harisu et Usagi qui sont encore là, mais tous les personnages secondaires je les ai trouvés oubliables. Alors je ne compte pas Ryuji puisque lui on le connaît aussi dans la vraie vie, donc là vraiment je parle des personnages que l'on rencontre à Borderland, mais du coup parmi tous les nouveaux personnages, à part peut-être Rei que j'apprécie un peu parce qu'elle est un peu plus développée que les autres, et bien tous les autres sont oubliables. C'est plutôt dommage. Après je vois aussi une petite différence avec la saison 2, c'est que en saison 2 on avait 8 épisodes de environ 1 heure, alors qu'en saison 3 on en a que 6, donc il manque clairement 2 épisodes, donc il manque 2 heures, si on compare bien sûr avec la saison 2. Du coup c'est vrai que ça fait moins de temps pour développer les personnages, l'intrigue et tout ça. C'est vrai que je me suis arrêtée à la fin des derniers jeux, mais c'est vrai qu'ils gagnent les jeux et du coup ils ont la possibilité de retourner dans la vraie vie. Harisu a finalement réussi à ramener Usagi, et tout le passage avec le temps figé, où on parle avec la personne un peu énigmatique, le gardien de Borderland, et bien tout ça m'a pas spécialement intéressée parce que je pense que j'en avais un peu marre en fait, parce qu'en vrai on n'apprend rien de spécial, le Joker n'existe pas, ok on nous explique brièvement un peu le truc. Alors oui, Borderland c'est l'entre-deux-mondes entre la vie et la mort, mais tout ça on le savait déjà dès le début de la saison, donc c'est vrai qu'on n'apprend rien de nouveau. Par contre un point qui m'a fait très plaisir, c'est de revoir les anciens personnages. Alors ils apparaissent juste quelques secondes pour répondre à des questions, mais ça fait super plaisir de retrouver Kuina, Shishiya et tous les autres, même si c'est vrai que j'aurais préféré les retrouver dans toute la saison, les retrouver à Borderland, mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Et bien sûr, on a la scène de fin, la toute fin, la dernière, et je pense que cette scène c'est vraiment pour m'achever pour le coup, parce qu'on voit de nombreux tremblements de terre un peu partout dans le monde, ce qui ne présage rien de bon, mais après tout, le gardien de Borderland en a un petit peu parlé quand même. Et on termine aux États-Unis dans un diner où on a un focus, un zoom sur le badge d'une serveuse, Alice. Du coup, c'est l'équivalent de Harisu, puisque Harisu, c'est la prononciation japonaise de Alice. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est est-ce que cette scène est là pour présager du coup une saison 4 ou un spin-off américain? Déjà que pour moi, la saison 3 n'était pas nécessaire, alors j'ai vraiment peur d'une suite ou d'un spin-off. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la
chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 3 de Alice in Borderland. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!